Nous voici de retour à la Halle Freycinet, la station F, avec Sylvie Matera, économiste et senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Forvis Mazars. Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School, auteur de Travailler mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse aux éditions Debuck Supérieur, et Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Jean-Pierre, on apprend au petit matin un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël accepté par les deux parties. Ça y est, c'est bon? Non, ça y est, c'est pas bon encore. Il y a encore plein de choses. On ne connaît pas le caractère très précis des dommages qui ont été causés aux installations nucléaires, aux trois sites, notamment principaux, notamment celui de Fordo. Donc on ne sait pas actuellement, donc on ne connaît pas exactement la suite. On ne sait pas ce qui va devenir du régime des mollahs. Est-ce qu'il est durablement affaibli et quelle est la suite? Et on ne sait pas également quelle est la vraie volonté d'Israël et des États-Unis. C'est pas forcément la même chose en ce qui concerne justement l'avenir du régime des mollahs. Donc il y a encore pas mal d'incertitudes. Voilà. Pour le reste, la réaction du marché a été faible, c'est ce qu'on dit souvent depuis le démarrage des opérations le 13 juin. Mais finalement, c'est assez logique, hein, puisque si on regarde le prix du pétrole, il est monté de l'ordre de 20%. Au maximum 78 le baril le 13. Oui, il est monté au plus haut. Oui, mais par rapport à son cours dit d'équilibre, oui, on dit 20-25% grand maximum. Et en fait, c'est tout à fait logique parce que l'Iran exporte 1,8 million de barils jour aujourd'hui, principalement à la Chine. Et donc ça veut dire que si tu supprimes le total des exportations nettes de l'Iran, tu aurais dû monter de 30-35%. Donc en fait, le marché a pricé un peu plus des 2/3 de la suppression de l'Iran dans le marché mondial du pétrole. Donc c'était déjà pas mal, sachant qu'aucune infrastructure pétrolière n'a été touchée durant le conflit. C'est ça la clé, c'est le fait que les infrastructures pétrolières ont été préservées. Voilà, d'une part, et d'autre part, on a vite réalisé que l'Iran était considérablement affaibli et qu'il n'avait pas la possibilité d'étendre le conflit dans la région. Ces proxys n'existent presque plus au plan militaire. Je parle du Hezbollah, du Hamas, des Houthis et des milices chiites d'Irak. Pour le reste, il n'a aucun allié dans la région. Et quant aux alliés, enfin, oui, si on peut appeler ça alliés du Sud global, ils ont vraiment fait le service minimum. Je parle de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine. Quant aux opérations elles-mêmes d'Israël, elles ont été très rapidement très efficaces grâce au Mossad et grâce à Tzahal. La capacité militaire de l'Iran en termes d'aviation et en termes de défense antiaérienne a quasiment été presque anéantie très rapidement grâce à la supériorité technique d'Israël et grâce à l'effet de surprise. Et pour le reste, donc il n'y a pas eu... sur le plan des dégâts matériels et des dégâts humains, il n'y a pas eu, ça n'a pas été un choc énorme non plus. Alors sur le plan humain, le signal quand même qui a été donné par Israël, ça a été de viser uniquement les responsables militaires, y compris les gardiens de la Révolution et les ingénieurs de très haut plan, au plan nucléaire. On n'a pas visé les élites politiques ou les élites du clergé chiite. Donc ça veut dire que le message implicite d'Israël, malgré tout, a été de dire, pour l'instant, on ne remet pas en cause la pérennité du régime politique. Voilà, en gros. Hein. Donc, de ce point de vue, la capacité d'embrasement, si je puis dire, interne et le chaos qu'on aurait pu imaginer, pour l'instant, n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir, mais pour l'instant, on n'a pas les conditions pour les investisseurs d'un chaos qui pourrait générer évidemment des incertitudes générales sur le prix du pétrole, mais même un petit peu au-delà. Donc au total, la réaction du marché a été relativement rationnelle. Je rajouterai un point. Depuis la guerre de Corée, tous les chocs géopolitiques qui ont touché les États-Unis d'Amérique et souvent le Moyen-Orient n'ont pas eu en moyenne, je dis bien en moyenne, un impact massif sur le marché action. Il y a trois exceptions. C'est la guerre du Kippour en 73, c'est l'invasion du Koweït en Irak par l'Irak en 90 et c'est la guerre d'Ukraine qu'on connaît en février 2022. Sinon, en moyenne, ça n'a pas été très très fort. Hein. Pourquoi? Parce qu'en général, sur le plan macro, hein, je ne parle pas sur le plan géopolitique, mais sur le plan macro pur, il n'y a pas d'impact majeur.
et surtout durable. C'est surtout ça qui est important. Donc les marchés se sont projetés un petit peu dans le moyen terme, non seulement à cause de la situation telle qu'ils l'ont vue et telle que je l'ai rapidement décrit, mais aussi en fonction des moyennes historiques. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est confirmé, mais attention aux 3 réserves que j'ai mentionnées au début. On ne sait pas, parce que la cause de la guerre quand même, enfin du conflit, c'était quand même les capacités d'enrichissement qui ont considérablement progressé. Et ça, l'Agence internationale de l'énergie atomique l'a confirmé. Absolument, oui. Même si on ne savait pas quand est-ce exactement, si c'était dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, qu'ils pourraient effectivement construire un premier missile à capacité nucléaire. Là, on ne connaît pas l'ampleur des dommages. Et ça, l'AIEA le dit aujourd'hui. Et puis, on ne connaît pas la capacité de résistance du régime et la volonté d'Israël. C'est ça. Parce que Netanyahou est galvanisé quand même. Sa popularité interne a nettement progressé. Donc, il y a quand même la tentation assez naturelle quand même pour Israël d'en finir avec le régime des Mollahs. Avec tous les commentateurs considèrent que Netanyahou a réussi avec Trump ce qui avait été impossible avec les précédents présidents américains, c'est-à-dire un engagement des États-Unis aux côtés d'Israël. Surtout sur des installations nucléaires. Tous les présidents américains antérieurs s'y étaient toujours opposés. Toujours. Vous avez été surprise, Sylvie Matera, de ce calme relatif des marchés financiers, les marchés actions, le marché du pétrole. Certes, l'Iran, ce ne sont que 3 300 000 barils jour, c'est 1,8 million sur les exportations. Sur 102 millions de barils brûlés tous les jours, c'est peu, mais la quasi-non-réaction des marchés était quand même surprenante. Oui, alors c'est vrai que les marchés ont été, dans l'ensemble, n'ont pas surréagi. Alors on peut dire qu'ils sont rationnels et qu'ils regardent les impacts macro et qu'effectivement, à ce jour, il n'y a pas d'impact macro majeur anticipé. On sent quand même qu'ils sont un peu volatiles parce que si vous les regardez au jour le jour, les marchés, il y a un jour ça monte, un jour ça baisse. Donc ils sont quand même, à mon avis, un peu sur le qui-vive. Alors ils n'ont pas surréagi. Sont relativement stables, il n'y a pas d'impact macro. Pour l'instant, aujourd'hui, je pense que compte tenu de l'annonce, ça devrait être un bon jour pour les marchés, mais on les sent quand même un peu fébriles, la volatilité. Alors on pourrait aussi dire que les marchés sont maintenant plus habitués à un environnement qui est devenu très volatile. Ça, je crois que c'est aussi vrai. Ils se sont habitués à des changements d'horizon politique en ce moment plus important qu'avant, et donc ils ne surréagissent pas à quelque chose qu'ils estiment pouvoir changer dès le lendemain. On apprend à vivre avec l'incertitude. Voilà. Comme le disait Jean-Pierre, le dernier pic sur le prix du baril, c'était 130 $ au moment de l'invasion en Ukraine. Oui, enfin le pic historique, c'est 147 le 8 juillet 2008, mais ça c'était lié à d'autres causes que des causes géopolitiques. Et le plus haut en termes géopolitiques, c'est après la guerre d'Ukraine. Voilà. On a tangenté les 130, oui. Parce que octobre 2023, attaque du Hamas, on a eu une petite poussée de fièvre, mais très temporaire. Oui, et pareil en octobre 24, lorsque l'Iran va attaquer Israël. D'accord, mais là c'est moins sérieux. C'était pas le Hamas, là. Là, c'était l'armée régulière iranienne, plus les gardiens de la révolution. Et on attaque les capacités nucléaires de l'Iran. C'était du sérieux, quand même. Enfin, c'était plus lourd. Là, sur le pétrole aussi, il faut bien voir que l'Arabie Saoudite, notamment, a décidé de maintenir la production et même d'augmenter cette production. Donc, en fait, en termes d'offres, on a une offre alternative qui, celle de l'Iran, Jean-Pierre vient de le rappeler, est quand même pas énorme au niveau mondial. Et avec un pays comme l'Arabie Saoudite qui a récemment décidé d'augmenter sa production. J'ajouterais juste un point, Nicolas. C'est qu'on s'imaginait des scénarios noirs. Par exemple, l'Iran va attaquer les capacités pétrolières, comme ils l'ont fait dans le passé, des pays voisins qui sont... Oui, Irak, Arabie Saoudite. Voilà, exactement. Irak, Arabie Saoudite, etc. Et puis on imaginait aussi un blocage du détroit d'Ormuz. Voilà. J'allais vous poser la question. Voilà. Alors le blocage. La menace a été brandie. Oui, mais pourquoi? Parce que déjà, on sait pourquoi. Techniquement, pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi ils l'ont pas fait? Voilà. On sait pourquoi. C'est un suicide économique et politique. Voilà, exactement. Mais même techniquement, on ne sait pas s'ils avaient les capacités en termes de navires, de mines, etc., à vraiment bloquer. En plus, vu les capacités aériennes et maritimes des États-Unis dans la région, c'était quand même quelque chose d'extrêmement dangereux. Et c'est un suicide, oui. Puis, vous savez combien représentent les recettes pétrolières en pourcentage du PIB de l'Iran? Plus de 15%. C'est énorme. C'est 89% des exportations.
C'est Oui. énorme. Et c'est un tiers des recettes fiscales, un bon tiers des recettes fiscales. C'est ça. Donc À 35% du budget, ce sont les hydrocarbures. voilà, pour payer les gardiens de la Révolution, il y avait un sujet qui allait se présenter très rapidement, quoi, en quelque sorte. Donc effectivement, c'était une fuite en avant. Et c'était une fuite en avant qui aura fait monter le prix du baril au-dessus de 100 $ quelques jours. Mais c'était surtout une fuite en avant pour la situation géopolitique dans l'ensemble. Parce que là, il y avait un risque de chaos. Hein. N'oublions pas que l'Iran n'est pas un pays stable. C'est un pays très hétérogène au plan religieux, au plan ethnique. Il y a les Kurdes. Il y a les milices kurdes, il y a les Baloutches, il y a quand même des menaces d'infiltration historiquement, hein. Enfin, je vais pas refaire de l'histoire. C'est un pays qui tient là à peu près aujourd'hui avec le régime, et de toute façon le régime qui est considérable, il s'agit quand même de la plus grande défaite du régime des Mollahs depuis 46 ans. Donc c'est pour ça que je dis quel est l'avenir du régime aujourd'hui. Il y a un vrai sujet. Et justement, c'est vrai que rationnellement, ils n'ont pas intérêt à bloquer le détroit d'Ormuz parce que c'est se tirer une balle dans le pied. D'un autre côté, il y a une autre analyse qui peut dire mais ils ont tellement perdus dans ce court épisode de guerre qu'il peut y avoir aussi une tentation de j'ai plus rien à perdre, fuite en avant, et donc ça serait vraiment dangereux. L'attitude jusqu'au boutiste. Je vais juste dire un truc. Le vrai sujet pour vous n'hésitez pas si vous voulez rajouter quelque chose. Hein. Le système des retraites en Iran. Question. Alors, où est la capitalisation? Voilà. Non, il y a juste un truc qui est important aujourd'hui et même pour les prochaines années. Pour changer le régime, quelle est la part des fanatiques et des rationnels dans le pays? Ça, c'est un vrai sujet. Vous avez 4 heures, Jean-Pierre. Non, mais les changements de régime, en général, ça peut marcher, contrairement à ce qu'a dit Macron. On l'a vu sur le Troisième Reich, sur le Japon impérial et même sur Milosevic, après la guerre du Kosovo en 99. Donc on arrive à changer un régime de l'extérieur, par la force armée. Simplement, faut le préparer. Et là, on était en mode improvisation. Il faut bien le dire, depuis le 7 octobre de 2023. Donc c'est pour ça que à la limite, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir du temps devant nous, enfin surtout Israël et les États-Unis, pour faire en sorte de changer au moins partiellement le régime. En tant que président des Cahiers Verts de l'économie, avec les clients que vous avez, qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, Jean-Pierre Petit? Qu'est-ce que vous regardez? Quelles sont les questions qu'ils vous posent? Quelles sont les préoccupations qui sont les leurs? Là, dès le premier jour, pratiquement, j'ai fait une note pour dire, après l'intervention de Tsahal, le 13 juin, j'ai fait une note dans laquelle j'étais modérément prudent, j'avais une légère sous-pondération des actions et j'ai préconisé un certain nombre d'instruments de couverture. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Une guerre ne se passe jamais comme on l'a prévu, jamais. Hein, les phénomènes d'escalade, c'est lié à quoi? C'est un déficit d'anticipation de la réaction de l'adversaire. Donc c'est vraiment très aléatoire. Donc c'était plutôt couverture, mais on n'était pas catastrophiste non plus. On disait que pour l'instant, le marché pressait à peu près correctement. Il y avait un peu plus de risques d'opportunités. Et puis voilà ce que j'ai dit. D'accord. Et ce que je vais dire ce matin, ça se passe mieux. Objectivement, c'est pas mal ce qui s'est passé, surtout à partir de dimanche. L'intervention américaine sur les sites nucléaires. Là, le cessez-le-feu, c'est une bonne nouvelle. Mais attention quand même, l'histoire n'est pas terminée quand même. Hein. Voilà.